Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, aujourd'hui et après 3 samedis consécutifs dédiés donc aux 3 premiers épisodes de retour. On s'intéresse à nouveau au football de club et on marque une pause donc pour faire un rapide bilan du mercato hivernal qui s'est terminé hier. Quels en sont les points d'orgue, quel transfert majeur, qui baignera demain dans la lumière. On commence à la 10e place et on commence avec un transfert dont on entend parler depuis un petit moment et qui s'est finalement matérialisé cet hiver. C'est l'acquisition par Manchester United de Bruno Fernandes. Alors niveau financier, on a une opération assez lourde, 55 millions d'euros pour l'indemnité, 10 de bonus qui devraient normalement être atteints, 15 de bonus où là en revanche c'est moins certain, les conditions sont exigeantes, mais disons entre 65 et 80 millions d'euros au total, sans compter le salaire. C'est une étiquette qui l'empêche de figurer un peu plus haut dans mon classement encore, quand on considère également son âge, 25 ans, pas vieux dans l'absolu, mais voilà, United fera vraisemblablement pas de plus-value non plus. Donc voilà, disons que le rapport qualité-prix reste à déterminer, il sera aussi fonction de la vitesse de son intégration, bien sûr. Après, sur le papier, ça reste une belle recrue. Alors 32 buts et 18 passes décisives la saison dernière au Sporting, 15 et 18 sur les 6 premiers mois de 2019-2020. Niveau stats avancées dans le championnat portugais, il est aussi premier en passes intelligentes, premier en deep completed passes, donc voilà, disons que c'est un profil créateur dans le dernier tiers dont United a besoin. Avec le retour en forme de Fred aussi, en lequel je place personnellement beaucoup d'espoir, on pourrait être au début de quelque chose. À la 9e place ensuite, on a un autre Bruno Guimaraes qui débarque en Ligue 1 du côté de Lyon et en provenance de l'Atlético Paranense. Il sort d'une très belle saison au Brésil qui s'est achevée il y a quelques semaines et qu'il a vu élu meilleur milieu du championnat. C'est un titre peut-être un poil contestable parce qu'il a surtout et beaucoup plus été en vue en coupe que son club a remporté, mais à 22 ans on a un joueur très prometteur, capitaine de la sélection olympique du Brésil, peut-être un peu plus un profil régulateur qu'un véritable box-to-box, mais il va apporter une touche technique dans l'entrejeu lyonnais qui sera la bienvenue, et voilà, pour 25 millions d'euros, quand on sait que c'est grosso modo la même somme que le club a perçu pour le départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin, on peut se dire que c'est un coup intéressant. Personnellement, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler bientôt et plus longuement. Un cran plus haut ensuite, et pas le visage le plus connu de ce top 10, je pense, j'ai choisi le suédois néo-turinois Dejan Kulusevski. Alors la Juve se l'est offert pour 35 millions d'euros, une belle somme pour un 2000, il n'a pas encore fêté ses 20 ans, mais c'est sans conteste l'un des joueurs les plus prometteurs de Serie A, formé à l'Atalanta, donc à bonne école, prêté en début de saison à Parme où il a impressionné. Cette saison, il a joué essentiellement en tant qu'ailier droit pour rentrer sur son pied gauche, faire notamment parler son explosivité sur 5-10 mètres, mais pour toute sa vitesse, pour toute sa qualité de percussion, c'est aussi un vrai gabarit. 1m86, physiquement pas facile à bouger. C'est intéressant de noter que lui se voit plutôt comme un trequartista, un milieu avancé qui a vocation à exploiter peut-être davantage l'axe, les demi-espaces que les couloirs, mais disons pour l'instant un offensif polyvalent, pas encore tout à fait formé. Alors, il va finir la saison à Parme en prêt, comme il l'a commencé. La Juve le récupérera cet été et on peut imaginer que, vu le prix payé, elle lui donnera sa chance. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est une trajectoire que la sélection suédoise surveillera de près, car une association avec Alexander Isak d'ici quelques temps pourrait être très intéressante. Autre offensif virevoltant plus âgé, 24 ans et beaucoup plus petit, 1m65, je pense que les Wolves ont fait un très beau coup en s'offrant la signature de Daniel Podence. Alors encore un Portugais à Wolverhampton, encore la connexion Mendes, mais pour l'instant ça leur réussit assez bien et je vois plutôt un bel avenir à Podence qui arrive en provenance de l'Olympiakos, qu'on a vu cette saison en Ligue des Champions, notamment avec ce but contre Tottenham. C'est un énorme dribbleur, fait beaucoup de différence sur son côté. Les Wolves le prennent donc pour 17 millions de livres, 20 millions d'euros environ, et pour une équipe qui va jouer les 16e de finale de Ligue Europa, qui a de bonnes chances de passer en plus puisqu'ils affronteront fin février l'Espagnol Barcelone qui est actuellement lanterne rouge de Liga, et pour une équipe aussi qui a déjà joué 34 ou 35 rencontres cette saison, une saison qui avait commencé fin juillet avec tous ses tours préliminaires, c'est pas du luxe que d'avoir un peu de sang frais. Et puis avec Adama Traoré d'un côté, Podence de l'autre, il va y avoir du spectacle, surtout quand on connaît la forme extraordinaire de Raúl Jiménez en pointe, c'est excitant. Alors 6ème place maintenant, et j'ai choisi un coup qui date, en l'occurrence pile d'hier, c'est le prêt avec option d'achat d'Emre Can à Dortmund. Très peu utilisé par Sarri cette saison, mais 29 apparitions en Serie A en 2018-2019, 300 minutes de Ligue des Champions. Toutes ces stats avancées sont très bonnes, notamment pour un milieu défensif. À 26 ans, il est loin d'être cramé. Pour moi, il fait justement partie de ces bons joueurs, voire très bons joueurs, qui
voilà, passent un petit peu sous les radars, peut-être parce qu'ils font banquette dans des grands clubs, mais pour une option d'achat à 25 millions d'euros, c'est un beau coup. Dortmund s'est séparé de Weigl cet hiver aussi, direction Benfica. Pas tout à fait les mêmes qualités, bien sûr, mais on l'imagine tout de même prendre sa place dans l'entrejeu, peut-être aux côtés de Witsel dans ce 3-4-3 que Favre a mis en place fin novembre. Pour Can, c'est aussi un retour en Allemagne, lui le joueur formé au Bayern, révélé à Leverkusen. C'est la promesse de temps de jeu, et si ça se passe bien, il devrait faire l'Euro. Il a joué les derniers matchs de qualif avec l'Allemagne, peut également dépanner au poste de défenseur central. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à aimer dans ce transfert. On arrive donc au top 5, la première partie de tableau de notre classement, et c'est là que j'ai choisi de mettre Takumi Minamino. C'est une arrivée qui date un peu déjà, le 19 décembre 2019, même si on a dû attendre ensuite l'officialisation au 1er janvier 2020, l'ouverture du mercato hivernal. Logique, mais voilà, c'est presque un peu loin, la hype est sans doute passée. Rappelons quand même qu'en payant seulement le montant de sa clause libératoire, 8 millions d'euros environ, Liverpool réalise tout de même un très beau coup. À 24 ans, Minamino est un joueur intelligent, fin, Klopp l'a dit, très doué entre les lignes, et c'est tout à fait ce qu'on attend de lui. Il prétendra pas, ou certainement pas, à un rôle de titulaire, mais c'est un 10 qui peut remplacer ponctuellement Firmino dans ce registre axial un poil plus bas que les ailiers qui repiquent ensuite au cœur du jeu. Il aura aussi son mot à dire, sans doute, dans le 4-2-3-1 qu'on voit de temps en temps du côté des Reds, et voilà, même si son intégration ne sera pas évidente, comment est-ce qu'elle pourrait l'être dans ce club champion d'Europe en titre avec tout ce qui se passe en Première Ligue. Même si son intégration ne sera pas évidente, il y a quand même une translation qui est intéressante entre l'identité Liverpool et le jeu à très haute intensité que pratiquait Salzbourg. Au pied du podium ensuite, 4ème de ma liste, un transfert qui fait assez peu de bruit en France, mais qui en fait comparativement beaucoup plus en Angleterre ou en Belgique, a raison, c'est l'arrivée du Norvégien Sanderberg à Sheffield United. Alors pour 26 millions d'euros, Sheffield bat son propre record, celui de la Jupiler Pro League aussi, et s'offre une vraie pépite du foot européen au profil assez atypique. Effectivement, c'est un milieu plutôt à vocation défensive, superbe qualité de passe et protection de balle, bon dribbleur aussi, et de manière générale, de vraie qualité de déplacement, de mouvement, pour un gabarit d'1m95, 96 kg. Il faut avouer qu'il a été assez peu mis en valeur par Genk cette saison, un Genk qui sous-performe considérablement, et c'est peut-être pour ça qu'on le voit filer à Sheffield plutôt qu'ailleurs, mais c'est un très très beau coup. Alors logique un peu différente ensuite pour ma 3ème place que j'attribue effectivement à Christian Eriksen. On n'est pas ici sur une idée de plus-value, on est davantage sur un actif dont la valeur va sans doute décliner puisqu'il aura après tout 28 ans dans 2 semaines, mais pour 20 millions d'euros et en dehors des considérations salariales, la réalité c'est qu'à l'instant T, l'Inter s'offre un superbe joueur. On connaît déjà bien ses qualités, disons qu'au-delà de la finesse technique qu'il incarne, du déséquilibre qu'il peut apporter dans le dernier tiers, c'est aussi un élément à très fort volume, systématiquement un des joueurs qui courent le plus en Première Ligue, un vrai bon défenseur pour une équipe qui cherche à presser haut, à défendre en avançant comme il le faisait sous Pochettino. Donc voilà, je pense qu'Eriksen avait fait son temps à Tottenham, mais il peut sans doute avoir encore de très belles années en Serie A, c'est le genre de joueur aussi qu'aime Conte. On se rappelle qu'il avait justement demandé des renforts expérimentés, notamment pour encadrer la progression de Barella ou Sensi. Donc j'adore ce move et j'aime aussi beaucoup celui de Dani Olmo à Leipzig. Il y a des transferts comme ça où le feeling est juste très très bon. C'est sans doute l'une des révélations de la saison. Celui qui a réussi à attirer la lumière des projecteurs jusqu'à Zagreb, c'était pas gagné, va avoir désormais l'opportunité de poursuivre sa progression sous le management de Julian Nagelsmann dans une équipe qui lutte pour le titre et qui va jouer un 8ème de Ligue des Champions contre Tottenham. Dans le 4K2 de Leipzig, il devrait prendre logiquement la place de Forsberg qui commence un peu à décliner. Aux côtés de Sabitzer, ça peut être visuellement hyper intéressant. On a vraiment cette saison une Bundesliga hyper passionnante et pour 20 millions d'euros, Leipzig a fait un très beau coup. Il aurait sans doute été le premier de ma liste dans un monde où Erling Haaland n'existe pas. Je lui avais consacré une vidéo spécifique en octobre, donc on va pas revenir in extenso sur ce qu'il sait faire. On peut juste peut-être souligner son adaptation éclair au championnat allemand, rentré à une demi-heure de la fin contre Augsbourg, il claque un triplé décisif et Dortmund l'emporte 5-3. La semaine suivante, 2 buts en 25 minutes face à Cologne. C'est un monstre absolu, un gabarit d'albatros et pourtant ultra rapide, vraie qualité technique. Il a 19 ans comme un certain Jadon Sancho, et alors a sûrement coûté plus que les 20 millions d'euros annoncés. Mino Raiola est passé par là, on parle de commissions diverses d'au moins 25 millions d'euros, sans compter le salaire, mais ça semble presque mineur vu le potentiel fantastique que montre Haaland. Et donc, on a notre top 10, Bruno Fernandes, Bruno Guimaraes, Dejan Kulusevski, Daniel Podence, Emre Can, Takumi Minamino, Sanderberg, Christian Eriksen, Dani Olmo, Erling Haaland, comme quoi l'hiver peut être animé aussi. Alors,
On aurait pu également citer Francesco Trincão, qui rejoindra le Barça cet été en provenance de Braga, 31 millions d'euros, mais honnêtement, je ne le connaissais pas assez bien pour juger. C'est un peu pareil pour Reinier au Real Madrid et Ezequiel Palacios à Leverkusen. Attention à Steven Bergwijn du côté de Tottenham, entre autres. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin donc de cette courte analyse, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit pouce bleu. Alors, je profite aussi de ce moment, bien sûr, pour vous remercier sincèrement et avec franchement beaucoup d'émotion de toutes les ondes positives que vous avez fait passer dans cet appartement sur ces derniers jours. Alors, mercredi, je vous présentais effectivement la chaîne de ma copine Marlène qui s'est lancée sur YouTube cette année avec l'ambition donc de présenter chaque semaine des sujets de culture générale, et vous avez été formidable. Aujourd'hui, elle est à plus de 25 000 abonnés alors qu'elle en visait 1000 dans un mois. Vous lui avez laissé des super commentaires vraiment encourageants, et ça me touche particulièrement parce que c'est pas facile, comme je vous le disais ensuite, c'est pas facile de voir quelqu'un qu'on aime se lancer. Je pense qu'on est encore plus investi émotionnellement, encore plus sensible au retour. C'est pas facile non plus nécessairement de parler de soi, dire des trucs sur sa vie perso. Pourtant, vous avez réussi à transformer cette étape en beau moment dont je me souviendrai. Donc voilà, pour toute cette bienveillance, merci, tout simplement merci. De notre côté maintenant, et quoi qu'il arrive, on se retrouve bien sûr très vite pour la suite. Alors ce sera mercredi, je pense, pour un sujet encore mystère, et puis ensuite samedi, on reprend les choses sérieuses avec le 4e épisode de retour. Donc d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, d'abord une excellente soirée, un très bon week-end de manière générale, et puis prenez soin de vous, surtout. Bisous.